Chapitre 6. Continuer, maintenir l'engagement malgré les alertes et la surveillance. On a vu dans le chapitre précédent que les interviewés utilisaient un même terme, continuer, pour parler d'un moment compris, de leur point de vue, entre le régime et l'hospitalisation. Et on a déjà évoqué le fait que l'analyse de ce moment faisait apparaître deux phases qui peuvent se superposer en partie. Au cours de la deuxième phase de la carrière anorexique, présentée dans le chapitre précédent, la définition de la situation change progressivement. Le fait de continuer est de plus en plus défini comme une façon de ne pas s'arrêter par rapport aux demandes, puis aux exigences d'arrêt émises par des acteurs extérieurs. Au début, ma mère me dit « Bon, c'est bien, si tu as perdu un peu de poids. Si tu es mieux comme ça, tant mieux. Mais maintenant t'arrêtes. » Et puis au fur et à mesure, elle me disait « Bon, maintenant t'arrêtes vraiment. » Puis j'arrêtais pas. Et c'est là que ça a commencé. Ils ont commencé à s'inquiéter. Je lis. Ce qui commence, alors, pour reprendre le terme de Julie, c'est l'étiquetage du maintien de l'engagement comme déviant. Ce chapitre est consacré à l'examen de cette phase, qui peut commencer au cours de la phase précédente, parfois tout à son début, parfois plus tard, et se poursuit ensuite. Cette superposition potentielle des phases montre bien l'intérêt, évoqué dans le chapitre 3, du terme de phase, par opposition par exemple à celui d'étape, qui sous-entendrait une solution de continuité chronologique beaucoup plus stricte. On ne s'intéressera donc pas tant ici, comme on l'a dit, à l'accomplissement d'un acte donné, qu'à la définition de cet acte comme déviant. Différents courants de sociologie interactionniste des maladies mentales se sont tout particulièrement penchés sur cette question. Pour emprunter une formulation lapidaire à Manning, cette optique se définit par le fait que le DSM, le manuel diagnostique évoqué dans le chapitre 2, est un catalogue de choses que l'on ne doit pas être découvert en train de faire en public. La troisième phase de la carrière anorexique est celle de cette découverte et de ses effets. Dans l'analyse de la phase préhospitalière de la carrière morale du malade mental, Goffman donne une place particulière à la série des agents et des services qui contribuent inexorablement à faire passer le malade du statut de personne normale à celui d'interné, et qui, selon un circuit bien organisé, doivent se passer de l'un à l'autre les mêmes individus pour les prendre en charge ou les renvoyer. Ce circuit des agents comporte plusieurs types de rôles. Le proche parent, qui est le dernier à avoir mis en doute les facultés mentales du malade et le premier à avoir tenté l'impossible pour le sortir de l'ornière dans laquelle on le disait en train de s'enliser. Le plaignant, profane qui engage l'action en tant que citoyen, employeur, voisin, voire parent, et qui est celui qui paraît rétrospectivement à l'origine du processus d'hospitalisation. Les intermédiaires, qui sont eux des spécialistes. Ce groupe comprend aussi bien la police que le clergé, les praticiens de médecine générale, les psychiatres consultants, le personnel des dispensaires, les hommes de loi, les assistantes sociales, les maîtres d'école, etc. Il s'agit bien ici de rôles et non de personnes. Et Goffman souligne par exemple que la personne qui joue le rôle de proche parent peut aussi jouer le rôle de plaignant. On pourrait alors aussi ajouter, comme on le verra, qu'une même personne peut à la fois jouer le rôle de proche parent et d'intermédiaire professionnel. Outre l'identification des rôles actifs dans ce circuit, Goffman se concentre sur les conséquences de sa mise en place sur les sentiments du malade, les raisons qui font que le malade peut avoir l'impression qu'une coalition s'est formée contre lui pour obtenir son internement, et la transformation, pour le malade, du circuit des agents
en circuit des épreuves et en couloir de la trahison. Dans ce modèle séquentiel présenté par Goffman, il reste cependant des points fixes, qui sont peut-être des points aveugles. Tout d'abord, l'étiquette de malade mental semble d'emblée présente, et présente selon les mêmes modalités et dans les mêmes contenus d'un bout à l'autre du circuit des agents. En bref, elle ne fait pas l'objet d'une histoire. De plus, le malade lui-même éprouve certes des sentiments. Il se sent trahi publiquement. Il éprouve le sentiment de s'être fait avoir. Il comprend de moins en moins ce qui lui arrive, mais effectue aussi peu d'actions, le circuit des agents opérant sur lui de manière quasi inéluctable. Certes, pour Goffman, le circuit des agents a précisément pour effet de supprimer ses possibilités de résistance, et il en détaille les mécanismes. Mais peut-être la résistance n'est-elle pas la seule modalité d'action qu'il conviendrait de prendre en compte. On pourrait ainsi résumer la perspective de Goffman en disant qu'il fait de la phase préhospitalière une phase rapide. L'étiquette n'a pas le temps de changer. Le malade n'a pas le temps de réagir. Et une phase tournée inéluctablement vers l'hospitalisation. Le malade n'y est décrit que sous l'angle d'un futur interné. Ce modèle découle sans doute à la fois du terrain effectué par Goffman, l'hôpital psychiatrique américain des années 50, et de la perspective d'asile. Dans le cas considéré ici, la troisième phase de la carrière anorexique s'inscrit dans un temps plus long, l'hospitalisation n'étant définie par le circuit des agents que comme un dernier recours. Dans ce temps long se déploie à la fois une histoire des étiquettes attribuées à la personne déviante et une histoire des effets de cette attribution sur la personne étiquetée. Vu le type de terrain qui a été effectué, il n'a été fait d'entretien ni auprès de parents, ni auprès des différents médecins étant intervenus au cours du circuit des agents. C'est ce deuxième aspect qui sera privilégié, même si les entretiens réalisés permettent néanmoins de repérer certains aspects de l'histoire des étiquettes. Pour rendre compte de ce qui se passe lors de cette troisième phase de la carrière anorexique, on réintroduit donc une perspective en termes de stigmates, c'est-à-dire de contrôle et de gestion d'informations de la part de la personne stigmatisée, et en termes d'étiquette, label, c'est-à-dire d'attributions identitaires ayant des effets propres, notamment dans les réactions qu'elles suscitent, par rapport au modèle de carrière préhospitalière proposé par Goffman dans Asile. Le circuit des agents et des étiquettes. D'une certaine façon, le circuit des agents rappelle celui qui, lors de la phase d'engagement dans la carrière anorexique, s'organisait autour de ceux que l'on avait appelés des prescripteurs, des incitateurs et des accompagnateurs. Dans les deux cas, en effet, le circuit peut impliquer tant des profanes que des professionnels, et le même type de profane ou de professionnel. Dans les deux cas, les rôles qui constituent le circuit ont pour fonction l'imposition ou le relais d'une norme. Plus précisément encore, ce sont parfois les mêmes personnes qui vont occuper un rôle dans chacun des deux circuits. Dans les deux cas, enfin, la mise au jour du circuit fournit une réponse à la question: comment en est-on arrivé là, à faire un régime ou à l'hospitalisation? Cependant, les normes portées par les deux circuits sont exactement opposées. Là où le premier circuit incitait au régime, le deuxième est un circuit d'imposition de l'arrêt de la perte de poids.
Les alertes. Cette troisième phase commence par une alerte, et le premier rôle de ce circuit des agents est celui d'alerteur. Le premier alerteur est la première personne à pointer publiquement que quelque chose ne va pas. Cette première alerte peut tout de suite donner lieu à la constitution d'un circuit d'agents, mais il est aussi possible que les alertes se multiplient sans effet apparent dans un premier temps. On pourrait penser que le rôle d'alerteur est identique à celui de proche parent, défini par Goffman. Son plus proche parent le presse d'aller discuter de son affaire avec un médecin, un psychiatre consultant ou tout autre conseil. Cependant, le terme d'alerteur amène à ouvrir la boîte noire que constitue le rôle de proche parent sur 3 points. Il s'agit en effet de voir qui alerte, ce qui amène l'alerteur à manifester une inquiétude publique, ou en d'autres termes, qu'est-ce qui fait déviance au début, et quelle est l'étiquette qui est alors attribuée à l'interviewé. Dans bien des cas, le premier alerteur est certes un proche parent. Ça a fait que j'ai commencé à perdre. Ma mère s'en est rendue compte parce que bon, j'ai jamais été très grosse, donc ça s'est vite vu. Et en décembre, je me suis coupé les cheveux, donc ça a allongé encore plus le visage et, à ce moment-là, elle m'a emmené chez un médecin généraliste. Anne. Toutefois, il peut s'agir aussi d'un professionnel, dans la mesure notamment où des consultations de santé sont institutionnalisées à intervalles réguliers dans le cadre scolaire. En première, j'ai dû me faire vacciner pour différentes choses que j'avais faites en retard. Je sais plus trop quoi. Et au lycée, on a appelé mes parents en leur disant que, en un an, j'avais perdu 8 kilos. Yasmine. Louise est interne. Il y avait la pesée traditionnelle au début d'année. En janvier, il nous pèse. Et c'était en janvier que j'avais commencé à perdre du poids. Et depuis la troisième, ça faisait un an. J'avais perdu pas mal. Alors ils se sont inquiétés. Le docteur m'a dit « Bon écoute, c'est pas bien et tout. » Louise. L'alerteur agit donc parce qu'il est inquiet d'une situation qui sort pour lui de la normale. Mais toutes les personnes en présence de cette même situation ne vont pas devenir des alerteurs pour autant. Le point de vue rétrospectif, qui fait raconter le moment de cette phase du point de vue du diagnostic qui a été posé à son terme, peut de plus amener les interviewés à s'étonner de l'absence d'une réaction sociale à la situation, ou de son caractère tardif. Et ce qui est marrant, c'est que dans mon environnement de gens de prépa, enfin de copains même, jamais aucun n'est remarqué. C'est un truc qui m'a toujours... Enfin, d'un autre côté, on ne parlait pas de ça. Mais jamais il y en a un qui a remarqué que je maigrissais de façon anormale. Mais je crois aussi qu'ils ignoraient ce problème, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas connaissance du diagnostic d'anorexie plutôt. Pardon, qu'ils n'avaient pas connaissance du diagnostic d'anorexie. Plutôt, elle dit « Mais je crois qu'à l'époque, l'anorexie n'était pas devenue ce qu'elle est maintenant. On savait pas trop ce que c'était, on pensait pas que c'était une maladie. » Ou alors qu'ils pensaient que je voulais maigrir. Je comprends pas qu'aucun copain ne m'ait fait remarquer. Ou alors ils s'en rendaient pas compte. Ils se disaient « C'est la phase des concours, c'est normal. » Annabelle. Mais en plus, en fait, pendant à peu près 1 an et demi, j'ai fait ça sans que personne ne s'en rende compte. Simplement, ils faisaient pas attention, ou ils pensaient que c'était un régime. Pendant une très longue période, mes parents ne se sont pas rendus compte. Et puis un jour, c'était en été, donc j'avais les bras nus, et tout d'un coup mon père s'est rendu compte de ce que j'étais devenu. Et à ce moment-là, ils ont, je crois, assez peur. Et donc ils ont beaucoup insisté pour que j'arrête. Véronique. L'existence et l'identité des alerteurs engagent 2 types de questions.
Tout d'abord, la visibilité du stigmate qui va faire déviance. Selon Goffman, la visibilité d'un stigmate est sa plus ou moins grande aptitude à produire le moyen de faire savoir qu'il est possédé par tel individu. La visibilité est donc, cela va de soi, un facteur crucial. Cela dit, le terme plus général de perceptibilité serait plus exact, et celui d'évidence plus encore. Cette évidence stigmatique peut être celle de certaines pratiques, mais aussi celle du corps et de sa maigreur. La question de la visibilité ne fait cependant pas intervenir uniquement les attributs du stigmate lui-même, ceux qu'il posséderait en soi, l'aptitude du stigmate pour reprendre le terme de Goffman, mais aussi les connaissances sociales du public qui suscitent un codage en termes de déviance, et plus particulièrement d'anorexie. C'est là qu'on peut faire intervenir la notion de visibilité sociale élaborée par Strauss et citée dans le chapitre 3. Là où Goffman définit l'évidence principalement au niveau de l'interaction du stigmate lui-même, Strauss fait intervenir une visibilité sociale plus large que les débats publics et les médias contribuent à créer. Or, ces deux types de visibilité, l'évidence interactionnelle du stigmate et la visibilité sociale d'une déviance, sont bien en jeu dans l'existence, la définition et la chronologie des alertes. En effet, comme on peut le voir dans les deux extraits ci-dessus, la maigreur peut être rapportée à une situation normale, comme la phase des concours ou le résultat d'un régime. La maigreur peut alors être visible sans engager un processus de codage en termes de pathologie mentale. A l'inverse, l'alerte peut tout de suite donner lieu à un codage en termes d'anorexie si le rôle de l'alerteur est tenu par un proche parent qui est de plus un professionnel susceptible d'interpréter très rapidement la déviance en termes d'anorexie. Le fait d'avoir dans sa famille un tel type de professionnel peut jouer comme accélérateur de l'alerte et entraîner un codage rapide en termes d'anorexie. Ma mère, elle en a beaucoup parlé à ma cousine, qui a fait des études de médecine. Puis bon, ma cousine lui a dit « Tu sais, tu devrais faire attention parce que elle a ça, ça et ça. Et les symptômes sont un peu... » Et ma mère s'en est vite rendue compte. Julie. Au moment de l'alerte, interviennent également les différents seuils d'acceptation du public. Ainsi, le codage d'une même situation comme déviante ou non déviante fait intervenir la diversité des normes portées par les alerteurs qui ne sont pas toutes enfreintes par une situation pourtant objectivement identique. Tout particulièrement, le groupe des pairs apparaît comme tolérant plus longtemps une situation qui constitue plus vite une infraction pour d'autres. Mais par exemple, j'ai jamais eu de réflexion des autres élèves. Les gens ne me... À part mes parents qui me disaient que j'étais maigre, que j'étais squelettique, qu'il fallait faire quelque chose, mais les gens en général à l'école ne s'en rendaient pas compte. Les gens ont pas vraiment tilté en fait. Émilie. Mes copains, quand ils me voient, ils me disent « Mais t'es normal, je vois pas pourquoi il faut que tu prennes du poids. » Quand on me dit ça, en même temps ça me conforte dans mon idée que je suis bien comme ça. Et en même temps je me dis « Oui mais alors attends, faut que j'écoute qui? Mes copains ou les médecins ?» Isabelle. Plutôt que la visibilité ou l'évidence du stigmate lui-même, il faut donc faire intervenir une nouvelle fois la visibilité sociale de la déviance et la diversité des normes d'un groupe à l'autre. On retrouve ici la critique de la notion de déviance par Strauss et l'existence de conflits autour de la définition de l'infraction à une norme. Ce qui sera perçu comme une déviance par certains ne le sera pas par d'autres. Bien évidemment,
Cette constatation ne fait pas disparaître le fait que certaines personnes sont en position plus légitime, non seulement pour définir un acte donné comme déviant, mais pour faire suivre cette imputation de conséquences. Il en est ainsi des médecins, ou même des parents, qui peuvent en tant qu'alerteurs emmener l'interviewé chez un médecin, alors même que le groupe de pairs n'attribue pas un caractère déviant à la maigreur, ce qui peut n'avoir absolument aucun effet sur la perception et la décision des parents. Toutes les personnes en présence d'une même situation ne deviennent donc pas alerteurs pour autant, ou en tout cas ne le deviennent pas au même moment. Sans pouvoir entrer ici dans le détail des raisons de ce décalage, on peut néanmoins faire quelques hypothèses qui font intervenir les diverses formes de visibilité. Tout d'abord, des normes situées de minceur peuvent jouer un rôle. Véronique, qui souligne l'absence de réaction de ses parents pendant 1 an et demi, évoque en même temps le fait que, dans sa famille, les femmes, sa mère et ses 2 grands-mères, étaient des haricots verts, très très minces. Et on peut faire l'hypothèse que ces normes situées d'extrême minceur peuvent aussi être celles du groupe des pères. Au moment de l'hospitalisation, les amis de Julie lui affirment ainsi: Tu sais, tu as trop maigri, c'est même plus joli. Ce qui sous-entend qu'elles ont longtemps approuvé l'amaigrissement. Ces normes d'extrême minceur portées par le groupe de pairs sont encore plus nettes lorsque l'interviewé fait de la danse ou de la gymnastique par exemple, comme c'est le cas d'Isabelle et d'Émilie cités plus haut. De plus, la visibilité sociale de l'anorexie joue également un rôle dans l'imputation de déviance. Annabelle décrit ainsi une situation où l'absence de réaction sociale peut être rapportée à l'absence de visibilité sociale de l'anorexie comme diagnostic. On peut plus généralement faire l'hypothèse qu'il peut y avoir autant plus d'alerteurs et d'alerteurs d'autant plus précoces que le diagnostic est diffusé et connu, d'une part, et d'autre part que les comportements qui font déviance sont effectués par les personnes les plus ciblées par la diffusion du diagnostic, des adolescentes. En ce sens, les mêmes pratiques opérées par des garçons ou des femmes plus âgées entraîneraient beaucoup moins, ou beaucoup moins vite, des alertes. L'alerteur réagit donc en manifestant publiquement une inquiétude et en pointant une déviance. Or, ce n'est pas toujours la même déviance qui est pointée, de même que, parmi les spectateurs d'une même situation, il pouvait exister ou non des alerteurs. Il y a également des variations dans l'imputation de ce qui fait déviance pour les différents alerteurs. Certes, comme on a pu le voir dans certains des extraits d'entretien ci-dessus, c'est la maigreur qui constitue l'infraction la plus souvent remarquée, que ce soit par rapport à une norme référée à la personne elle-même, l'interviewé a perdu trop de poids, ou de manière absolue, l'interviewé est dite squelettique. Les pratiques alimentaires peuvent également constituer l'infraction remarquée. L'interviewé ne mange plus, c'est-à-dire ne mange plus comme avant, norme référée à la personne, ou ne mange plus assez, norme absolue par rapport à ce qu'il serait normal de manger. Quand ma mère s'est rendue compte que j'avais beaucoup maigri et que je continuais à faire le régime, elle m'a envoyé donc voir un psy, voir l'endocrino. Anne. Ma mère m'avait emmené chez un médecin pour un certificat de sport. Et elle était venue avec moi et elle avait dit au médecin en appuyant bien que j'étais là, en appuyant bien, j'étais là. Anne ne mange plus. Elle maigrit. Les évanouissements ou les chutes comme signe de faiblesse physique peuvent également être à l'origine de l'intervention de l'alerteur.
Je suis parti au ski, et puis je suis tombé. Parce que je faisais du ski, je mangeais pas, et je suis tombé. Donc ma sœur m'a relevé, m'a dit: «Bon, il faut faire quelque chose». Donc je suis allé voir un psychiatre, Christine. Vers mi-juillet, j'ai commencé à avoir des malaises, à me trouver mal le matin. Donc là, on a commencé à consulter quelques médecins. Julie. Enfin, l'arrêt des règles peut également faire intervenir un alerteur et entraîner l'appel à un professionnel. J'avais perdu un petit peu, mais ça s'est pas beaucoup vu. Juste, j'avais plus eu mes règles. La première fois, le premier médecin à rencontrer, j'ai été chez la gynéco. Sidonie. J'ai vu un médecin au bout de 7 mois parce que mes parents s'inquiétaient. Parce que bon, c'est un peu scabreux, mais pendant 7 mois, j'ai pas eu mes règles. Annabelle. À ce stade du circuit, il existe donc des variations dans ce qui fait déviance. Parallèlement, il existe des variations dans la façon dont ces différents types de déviance sont étiquetés. La prise en compte de l'histoire des étiquettes, et non plus seulement d'un processus univoque et inéluctable d'étiquetage aboutissant à une hospitalisation, fait apparaître les conflits de définition autour des différents moments de l'étiquetage. L'alerteur est une personne qui s'inquiète de la situation, mais il peut tout d'abord y avoir conflit de définition autour de la pertinence ou de la légitimité de cette inquiétude. Moi j'étais là, non non ça va, je me sens en pleine forme et tout. J'ai jamais été autant... Yasmine. Louise peut même, à ce stade, se permettre de balayer avec légèreté les premières inquiétudes de sa mère formulées en termes d'anorexie. Je disais à ma mère, quand elle disait que j'étais anorexique, mais maman, elles font toutes 20 kilos les anorexiques. Tu dis n'importe quoi. J'en fais 40. Allez. Louise. Les conflits de définition peuvent également porter non sur la légitimité de l'inquiétude, mais sur le type d'interprétation, et donc de mesures à prendre, que cette inquiétude doit susciter. Ainsi, comme le souligne Anne, par exemple, son père et sa mère vont étiqueter, devant elle en tout cas, son comportement en termes de santé physique, là où sa tante va proposer une interprétation en termes d'anorexie mentale. En fait, quand mes médecins m'ont dit que j'avais un rendez-vous chez le médecin, quand mes parents m'ont dit que j'avais un rendez-vous chez le médecin, ils n'ont pas dit anorexique. Et ils m'ont dit que... Enfin, ma mère m'a dit que papa pensait que certains jeunes avaient des problèmes digestifs, etc. C'était pas des comportements alimentaires, c'était digestif. La première fois où a été prononcé le terme d'anorexie mentale, je crois que c'est peu de temps après que j'ai gardé mes cousines lors des vacances de février. Ma tante a donc téléphoné à maman et lui a dit: «Mais écoute, Anne, pendant qu'elle était chez nous, elle a eu un comportement d'anorexie mentale. Est-ce que... est-ce que tu le sais? Faut quand même que tu t'en rendes compte, hein.» Moi je pense qu'elle l'a dit à peu près dans ces termes. Et maman m'a rapporté que elle avait eu du mal à l'accepter, quoi. Elle avait dit: «Mais comment tu le sais? Et puis pourquoi tu dis ça?» Anne entre dans ce conflit de définition en se situant du côté d'une interprétation biologique, en termes de problèmes digestifs. Une interprétation à la fois moins stigmatisante pour elle et qui lui permet surtout d'évacuer la question de sa propre responsabilité dans sa perte de poids et de continuer le travail de maintien de l'engagement. Donc tout de suite, il y avait la possibilité de... Enfin moi, j'entrevoyais la possibilité de faire croire que j'étais malade, que j'influençais pas,
Enfin que j'avais aucune prise sur mon corps, quoi. Un conflit de définition similaire a pu opposer les parents de Mathilde, tenant d'une interprétation en termes de problèmes psychologiques, mais sous la forme d'une déprime, et sa sœur qui mentionne une anorexie. Mes parents s'en sont rendus compte que ça allait pas. Mais la personne qui, la première à prononcer le nom, le mot anorexie, c'était ma sœur qui vivait à l'extérieur, et qui a dit à mes parents que c'était pas possible. À chaque fois qu'elle venait me voir, à peu près une fois par semaine, elle avait l'impression que j'avais maigri, que j'allais de moins en moins bien. C'est elle qui, la première, m'a poussé à voir un médecin. C'est elle qui m'a parlé la première, un jour où elle m'a invité chez elle, et elle m'a dit: «Ça va pas, tu vas pas bien.» C'est elle qui, la première, m'a parlé d'anorexie. Parmi les alerteurs, il y en a donc un qui va jouer le rôle de plaignant, et dont l'inquiétude se traduit par une consultation médicale. Comme on l'a vu dans les extraits ci-dessus, le processus d'étiquetage a pour résultat la rencontre avec un professionnel de la médecine. Le type d'étiquette attribuée ainsi que les issues des conflits de définition, s'il y en a eu, ont quant à eux une influence sur le type de professionnel initialement rencontré. Le circuit des professionnels. L'alerte, ou les alertes successives entraînant la constitution d'un circuit d'intermédiaires, pour reprendre le terme de Goffman, toute la série des agents et services auxquels le malade est adressé et par l'entremise desquels il se trouve orienté, puis acheminé vers l'hôpital. Ces intermédiaires ont en commun d'être des professionnels qui peuvent être des médecins généralistes, des médecins spécialistes, pédiatres, endocrinologues, gynécologues, psychiatres, ou des psychologues. Dans les entretiens, le statut exact des médecins ou des psys qui ont été consultés n'est pas toujours précisé. Ce circuit possède des caractères communs d'une interviewée à l'autre. La consultation d'un médecin généraliste, quand elle a lieu, se fait en début de circuit. À l'opposé, la consultation d'un psychiatre est en bout de circuit. Les circuits les plus longs font intervenir pratiquement toutes les professions citées. De plus, le passage d'un professionnel à un autre peut ne pas se faire de manière exclusive. Le médecin généraliste, par exemple, ou l'endocrinologue peuvent rester présents d'un bout à l'autre du parcours médical. Des variations importantes existent cependant d'un parcours à l'autre, et dessinent notamment une distinction entre deux types de modèles. Une première forme de parcours commence en médecine de la santé physique, puis se poursuit en médecine de la santé mentale. Sidonie a d'abord consulté un gynécologue qui l'a orienté vers des spécialistes, des psychologues. Isabelle a d'abord été voir un endocrinologue qui l'a dirigée vers une psy. Camille, qui avait encore une pédiatre à l'époque, a été la voir, et ce n'est que dans un deuxième temps que ses parents l'ont emmenée voir des médecins spécialisés, puis des médecins spécialisés dans l'anorexie. Le parcours médical peut même s'arrêter aux médecins de la santé physique, comme dans le cas d'Annabelle qui n'a jamais été hospitalisée. Le conflit de définition, qui oppose d'un côté un médecin généraliste, de l'autre Annabelle et ses parents, aboutit à l'arrêt de la carrière médicale en santé physique.
L'issue du conflit de définition montre que ce sont les définitions profanes et non médicales qui ont prévalu dans ce cas. Mais bon, j'ai pas vu de psychologue ou j'ai vu des gens pour la circulation. Suite à ça, l'arrêt des règles et saignement de nez, pour le côté renforcer les veines. Et c'est là qu'il y a eu un toubib qui a dit bon, c'est un problème psychologique. Et j'ai pas voulu entendre. Il n'y a pas eu de suite. Parce que mes parents étaient pas non plus prêts à admettre ça, de toute façon. Un deuxième type de parcours médical commence en santé mentale, c'est-à-dire directement ou par l'entremise d'un médecin généraliste qui oriente vers un spécialiste de santé mentale, selon des circuits divers. D'abord un psychologue, puis un psychiatre, par exemple pour Yasmine et Sophie. Immédiatement un psychiatre pour Christine. Le type de circuit des professionnels dépend en grande partie de la définition de la situation qui a été donnée au moment de l'alerte, et notamment de l'issue des conflits de définition antérieurs à la première rencontre avec le médical. Lorsqu'une étiquette précise n'est pas attribuée, le premier professionnel rencontré est un généraliste, ou un pédiatre dans le cas de Camille. Si le problème a été défini en termes d'arrêt des règles, il s'agit d'un gynécologue. Si l'étiquette est en revanche immédiatement posée en termes d'anorexie ou de risque d'anorexie, ce sera un psychologue ou un psychiatre. Le type de définition de la situation influe donc sur le parcours médical, même si d'autres facteurs peuvent également intervenir, comme, dans le cas de Sophie, le fait d'avoir déjà consulté un psychologue. Pour autre chose, au début de son adolescence, qui rend plus évident le recours au même psychologue au moment de l'alerte, et plus généralement les connaissances profanes du diagnostic ou la proximité familiale avec le monde médical. Si les définitions profanes de la situation lors de l'alerte peuvent influencer sur les débuts du parcours médical, ce dernier s'inscrit ensuite dans les définitions professionnelles de la situation. Celles-ci font intervenir les diagnostics qui vont ou non être posés et impliquent l'orientation d'un médecin vers un autre, ce qui conduit à poser la question de l'évolution des étiquettes dans ce circuit professionnel. Sur ce point, les informations données par le type de terrain réalisé permettent seulement de dessiner à gros traits l'évolution de ces étiquettes. Les premières consultations peuvent ne donner lieu à aucune étiquette visible. Donc là, on a commencé à consulter quelques médecins. Ils disaient rien de spécial, que je fasse attention, que je fasse plusieurs petits repas si je voulais pas en faire de gros. Je lis. Le diagnostic d'anorexie peut apparaître dans un deuxième temps, présenté par les médecins sous la forme d'un risque. Les interviewés décrivent ainsi une gynécologue ou des généralistes qui avancent que ça pourrait bien être de l'anorexie, que l'interviewé est peut-être anorexique, ou que l'anorexie est une éventualité. Il nous a dit que c'était un risque que je courais à continuer comme ça. Il m'avait pas dit que j'étais anorexique. Il m'a dit que je pouvais devenir anorexique si je continuais ce régime. Ce type de formulation médicale implique que les conflits de définition puissent encore être courants. La disqualification de l'étiquette, par exemple, peut encore se faire sur le modèle léger identifié plus tôt. Et plusieurs fois, on nous a dit « Ouais, elle est peut-être anorexique et tout. » Et moi j'étais là. « Mais qu'est-ce que vous racontez avec vos gros mots savants là et tout ?» Camille. Oui, la gynéco, j'avais perdu un petit peu. Elle m'a fait « Ça pourrait bien être de l'anorexie. » Bien sûr, ma mère avait rigolé. Et j'avais rigolé. Sidonie.
On peut même voir, dans ce dernier extrait, qu'à ce moment-là, les conflits de définition n'opposent pas seulement la patiente et ses premiers médecins. À mesure que le circuit se poursuit, les disqualifications du diagnostic deviennent de plus en plus difficiles, et les conflits de définition opposent de plus en plus l'interviewée, et elle seulement, à l'ensemble des personnes concernées. Enfin, l'étiquette peut devenir celle du diagnostic d'anorexie mentale, posé par un spécialiste, un psychiatre, voire par ce que l'on pourrait appeler un double spécialiste, psychiatre spécialisé dans l'anorexie. La disqualification de l'étiquette devient alors une véritable résistance à l'imposition de plus en plus légitime à mesure que l'on passe d'un médecin généraliste à un spécialiste, et de plus en plus générale d'un diagnostic médical. Mathilde. J'avais l'impression que je mangeais comme une jeune fille de mon âge, ou que, comme la plupart des filles de ma classe, je faisais attention à ma ligne. C'était tout à fait normal. Muriel. Et ça, tu leur disais? C'était un argument que tu employais? Mathilde. Non. Les rares fois où ça a été évoqué, mais non, tu es complètement dans ton anorexie. Mais faut dire aussi, on a eu beau me dire que j'étais anorexique, j'y croyais pas. Je pensais que c'était une petite anorexie, comme ça. Pour moi, c'était un régime un peu plus marqué que pour d'autres. Mathilde. À partir de ce moment, le diagnostic médical d'anorexie peut s'imposer comme définition légitime de la situation, et ce, y compris pour l'interviewée elle-même. Toutefois, les raisons de cette imposition ne tiennent pas toutes au pouvoir de définition d'instances légitimes telles que la médecine. Et l'étiquette d'anorexique peut en fait être publiquement acceptée avant toute hospitalisation pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à l'efficace de l'imposition médicale. En effet, elle peut tout d'abord être acceptée comme un simple descriptif d'un type de personnalité, en refusant de ce fait les imputations pathologiques du terme, c'est-à-dire concrètement en refusant les injonctions à cesser de maintenir l'engagement que le caractère pathologique impliquerait. C'est-à-dire que pour moi c'était rentré, c'était devenu ma personnalité. C'était comme ça, quoi. Pour moi c'était devenu un type de personnalité. Il y avait les anorexiques, et c'était pas forcément des malades. Véronique. L'étiquette peut de plus être acceptée, voire revendiquée, comme un fanion à la fois distinctif et incompréhensible, c'est-à-dire une étiquette finalement assez peu réductrice et objectivante. Yasmine. J'avais vraiment trouvé l'étiquette parfaite, le fanion que personne d'autre n'avait, et je trouvais que ça me correspondait assez. Muriel. Mais c'était un truc important pour toi, justement, que personne n'ait ce fanion-là? Yasmine. Ouais. Je dirais que personne ne le comprenne aussi. L'étiquette peut enfin être acceptée comme un moindre mal par rapport à une étiquette jugée plus stigmatisante. On peut le voir très nettement dans le récit que fait Anne d'une interaction avec une amie, au cours de laquelle elle refuse d'abord l'étiquette d'anorexique, avant de finalement la revendiquer pour échapper à celle de boulimique. Anne. Il y avait une autre de mes amies, ça faisait 2, 3 ans que je l'avais pas vue, quand, en première, une de mes tantes a été chercher Léa et lui a dit: Tu sais, Anne a des problèmes en ce moment, faut que tu l'aides. Et bon, elle lui a dit, je pense, que j'étais anorexique. Après, j'ai envoyé une lettre à ma tante pour lui demander des explications. Elle m'a dit: Jamais j'ai dit l'anorexie. Bon, elle a dû lui décrire tous les symptômes et puis voilà, c'est tout, quoi. Et donc elle est venue avec Léa,
Et j'étais un petit peu étonné, j'étais un petit peu gêné aussi parce que, voilà, et ben, on est allé se balader avec Léa, et puis elle m'a demandé, on s'est assis dans un parc: «Ça va avec tes parents?» et cetera. Moi j'ai fait: «Oh oui, oui». Bon, on l'a senti passer. Puis elle elle m'a dit que t'étais anorexique. Quoi? Non. Pourquoi elle t'a dit ça? Ben, voilà quoi. C'était très très dur. Et bon après, il y a eu un point important aussi. Anorexique pour moi, ça signifiait ne plus manger du tout. Et ça me paraissait très sain, en fait. Alors que moi je mangeais, mais je dégueulais après. Et elle m'a dit: «Mais t'es boulimique ou t'es anorexique?» J'ai dit: «Bah je suis anorexique». Et j'ai eu du mal à encaisser, quoi. Et j'ai dit: «Non, je suis anorexique». Muriel. Mais qu'est-ce qui était problématique à encaisser? C'était qu'elle pense que tu étais boulimique? Anne. L'acte de vomir, je supportais pas. Et c'était très sale et très malsain. Alors que anorexique, c'était plus... Je sais pas, ça fait oiseau fragile, c'est tout, hein. Anne. L'étiquette peut donc être acceptée, sinon indépendamment de l'imposition médicale du diagnostic, du moins pour des raisons qui ne font pas intervenir seulement l'intériorisation de cette étiquette par la soumission à la légitimité médicale. Il peut même s'agir d'un type différent de conflit de définition, dans la mesure où le terme médical peut être accepté, mais avec une signification différente. L'anorexie n'est pas une pathologie pour Véronique. L'étiquette d'anorexique ne réduit pas la personne pour Yasmine. L'anorexie est une étiquette socialement préférable à la boulimie pour Anne. Au terme du circuit, le risque de l'hospitalisation si la patiente ne reprend pas du poids s'ajoute au diagnostic médical. L'étiquette passe alors d'anorexique à anorexique en menace d'hospitalisation. Mon médecin m'a dit: faudrait absolument faire une hospitalisation, sinon tu t'en sortiras jamais. Et puis bon, après, je suis retombé dans les pommes. J'ai eu des malaises. Je suis retourné chez le médecin a pris ma tension, m'a pris le pouls, m'a dit: c'est pas possible, faut absolument faire quelque chose. Si tu regrossis pas, tu vas être hospitalisé. L'hôpi- L'hôpital tout de suite. Louise. Les entretiens indiquent, sans qu'il soit ici possible d'entrer plus avant dans cette question, que l'hospitalisation peut alors représenter un enjeu de débat interne aux professionnels du circuit, auxquels peuvent se rejoindre les parents, mais beaucoup plus rarement. À ce stade du circuit, des agents, pardon, un enjeu de débat interne aux professionnels du circuit, auxquels peuvent se rejoindre les parents, mais beaucoup plus rarement à ce stade du circuit des agents. L'interviewée elle-même. Et donc le médecin généraliste et mes parents pensaient à une hospitalisation. Ma santé, ça allait plus trop. J'avais des malaises, une tension basse. Et puis on m'avait fait une analyse de sang et c'était pas tellement bien. J'avais les hormones, tout était déréglé. Le médecin et mes parents pensaient à une hospitalisation, mais bon, le psychologue, un psychiatre en fait, voulait absolument continuer et essayer. Il pensait qu'on pouvait peut-être faire sans une hospitalisation. Puis bon, le médecin généraliste a fini par lui faire des notes, des certificats médicaux, en lui demandant de voir pour une hospitalisation. Puis il disait: on va encore attendre. Puis bon, mes parents n'étaient pas rassurés. Le médecin généraliste non plus. Nadège. L'examen du circuit des agents, mais aussi de l'histoire des étiquettes posées par ce circuit, fait donc apparaître les éléments de variation que sont les conflits de définition d'une part, et la variation des étiquettes d'autre part. Le moment que constitue le circuit des agents
ne se définit pas seulement par son issue, même si l'issue la plus générale pour les interviewés est de fait l'hospitalisation, dans la mesure où la majorité des entretiens ont été recueillis à l'hôpital. Seuls les entretiens par interconnaissance, effectués avec des personnes qui n'ont jamais été hospitalisées, font apparaître des issues différentes au circuit des agents. Dans le cas d'Annabelle, évoqué plus haut, le circuit des agents est très vite suspendu et l'hospitalisation n'a jamais été évoquée. Sabine, elle, ne rapporte qu'une seule menace d'hospitalisation, qu'elle présente comme ce qui a déclenché le travail de sortie du maintien de l'engagement, décrit à la fin du chapitre précédent. Je suis allé voir un psy qui m'a dit alors ça je m'en souviendrai toujours. Bon bah écoutez, soit vous venez me voir 2 fois par semaine, soit je vous fais hospitaliser. À partir de là, j'ai préféré le voir 2 fois par semaine. Je voulais pas. Et puis si tu veux, je voulais pas que ça se voie non plus. Le truc c'est que j'arrivais à maintenir une espèce de façade sociale. Je voulais pas que ce soit perçu comme un symptôme. Je voulais pas être marginalisé à cause de ça. Véronique, enfin, évoque de multiples menaces d'hospitalisation et les stratégies qu'elle a alors utilisées pour y échapper. Dans ma famille, on se rendait compte que j'étais vraiment maigre qu'en été, au mois de juin, au moment des examens. Enfin, mai-juin. Donc mon oncle médecin me menaçait toujours d'hospitalisation au mois de mai, au moment où j'allais passer les examens pour lesquels j'avais travaillé comme une damnée tous les restes de l'année. Donc ça devenait toujours des drames. Donc 2 années de suite, on m'a menacé de m'hospitaliser, et puis je sais pas, la troisième année, comme je me suis débrouillé, mais ils m'ont laissé tranquille. Parce que à chaque fois qu'on voulait me mettre à l'hôpital, je trouvais des billets pour dire mais non, vous inquiétez pas, ça va aller. D'ailleurs, demain, je remange. Et donc, j'avais trouvé ce billet-là qui était bah, je vais faire une analyse et puis comme ça, on verra bien. Enfin, je vais aller voir un psychanalyste. Et comme ça montrait ma bonne volonté pour m'en sortir. La constitution d'un réseau de surveillance. De même que le moment du circuit des agents ne se définit pas uniquement par son issue, le rôle de ses membres ne peut être seulement défini par rapport à l'hospitalisation à laquelle le circuit aboutit. Tout au long du circuit, ces agents jouent un rôle d'imposition de normes et de surveillance des interviewés. Les membres du circuit sont actifs, et cette activité ne se limite pas à désigner la déviance et à prescrire l'hospitalisation. Les exigences d'arrêt. Le circuit des agents qui se constitue apparaît tout d'abord comme une entreprise de normalisation qui rappelle celle mise en évidence dans la première phase de la carrière. On peut parler, là aussi, d'incitateur à manger davantage, et non plus cette fois à moins manger, de prescripteur de la reprise de poids, et non plus de régime, voire d'accompagnateur, dans le cas de personnes qui prennent leur repas avec les interviewés pour les encourager à manger davantage par leur propre pratique et la surveillance qu'ils peuvent alors exercer. Les membres de ce circuit demandent ou exigent l'arrêt du maintien de l'engagement. De la part des parents, les exhortations à manger davantage sont en effet constantes à partir d'un moment. Bon, on était parti en Équateur. Et là, la trouille pour mes parents. Ils ont passé les plus mauvaises vacances de toute leur vie. C'était fallait pas que j'ai la tourista, fallait que je mange bien, et tout. Camille. Mes parents me disaient sans arrêt mais mange, t'es assez mince comme ça, mange. Annabelle. Moi, quand je mangeais ça,
Elle fait le geste d'une très petite quantité, et que je disais que j'avais fini mon repas, mon père, enfin, il y avait un énervement. Va manger! Tu me fais peur, tu me fais mal. Christine. Les agents du circuit médical relaient cette injonction, tout en y ajoutant le contrôle du poids et l'exhortation à arrêter d'en perdre ou à en reprendre. Ce qui se passait, c'est que j'avais un oncle médecin qui, lui, c'était lui qui remplissait le rôle de... C'était lui qui me sonnait les cloches, qui m'engueulait, et mes parents ne le faisaient pas. Ils ne m'ont jamais engueulé. On n'a jamais eu de dispute à ce sujet-là. Ou si, un peu avec mon père. Ils ont été extrêmement tolérants. Et c'était mon oncle qui, alors je devais aller me faire peser toutes les semaines, c'était lui le grand contrôleur, quoi. Véronique. Pour tenter d'obtenir l'arrêt du maintien de l'engagement, tant les profanes que les professionnels mobilisent un certain nombre de stratégies. Les entretiens réalisés permettent d'en approcher quelques-unes. Les stratégies des professionnels se ressemblent d'un parcours médical à l'autre. Certaines sont même routinisées dans le cadre de la prévention ou du traitement de l'anorexie. Le médecin généraliste peut ainsi tenter la renutrition, non par l'exhortation à manger, mais par une prescription médicale. Au début, mon médecin avait proposé que je mange et que je prenne des Rénutril, c'est des trucs très caloriques, des petites boîtes dégueulasses, caramel, bouffe, et il fallait que je les mange entre les repas. Louise. La reprise de poids peut également être posée comme une condition préalable au maintien de diverses activités, physiques par exemple. D'abord mon généraliste, parce que je faisais de l'équitation, me disait bah là ça va pas tellement. Si tu reprends pas un peu de poids, ou si tu n'arrêtes pas de maigrir, je pourrais pas te donner ton certificat médical. Nadège. Plus tard dans le circuit, elle peut être présentée comme le seul moyen d'échapper à l'hospitalisation. Ma psy me disait bon, si tu prends pas 2 kilos, je t'interne. Yasmine. Cette psychiatre m'a dit qu'elle me verrait toutes les 2 semaines, et que si j'arrivais pas à reprendre un peu de poids, je serais hospitalisée. Elle voulait taper sur la table en fait, me faire un peu peur. Christine. Bien évidemment, l'hospitalisation est alors envisagée parce que la perte de poids est devenue véritablement inquiétante, et qu'elle apparaît comme un dernier recours indispensable. En même temps, comme ces extraits peuvent le faire penser, la menace de l'hospitalisation, qui peut précéder sa mise en œuvre effective, constitue également une stratégie d'imposition de la norme de reprise de poids. En ce qui concerne les stratégies parentales, certaines résultent de l'application de consignes ou conseils médicaux. Ma mère, de toute façon, ça le médecin généraliste lui avait dit, pas de menus spéciaux, c'est le menu de tout le monde. Anne. Le médecin avait dit à mes parents que de toute manière, que je mange ou que je mange pas, j'assistais aux repas familiaux. Mathilde. D'autres formes d'imposition apparaissent comme des stratégies plus personnelles, élaborées au cours du temps, et qui manifestent l'inquiétude croissante et l'incertitude des parents quant aux moyens à mettre en œuvre. Elles témoignent également d'une véritable expérience qui se constitue peu à peu dans la répétition de situations difficiles. On peut en trouver un exemple dans la manière dont la mère d'Anne finit par gérer une crise occasionnée par la question de la quantité des aliments. Donc, ma mère me servait pendant le repas. C'était des crises et tout, parce qu'elle m'en mettait trop. Elle me servait en fait la même part que ma petite sœur qui a 7 ans. C'était pas énorme. Elle a un bon appétit, mais c'est jamais énorme. Et je me rappelle un soir, elle m'avait servi des pâtes. Et j'étais sûr que j'en avais plus que même mon petit frère. Et je dis à ma mère, on a mis plus que mon frère.
Elle a échangé les assiettes. Et elle a bien fait. Elle a échangé les assiettes et j'ai dû finir. C'est clair que ma mère, mes parents me faisaient manger. Comme le souligne Anne, ces stratégies personnelles peuvent être très diverses. Ils ont tout essayé, ils m'ont engueulé, ils ont essayé d'être sympas, compréhensifs. Ma mère essayait de faire des trucs que j'aimais un peu plus. Anne. Isabelle, qui vient de rentrer à la clinique, évoque tout particulièrement ses stratégies parentales encore récentes. Ses parents, tout d'abord, se mettent à cuisiner des choses plus caloriques qu'auparavant. Ma mère n'arrêtait pas de faire des pâtes ou du riz. Et puis même mon père, une fois, il a fait des frites. Des frites et des côtes de je ne sais pas quoi. Isabelle. De plus, son père tente de construire l'absurdité d'un tel comportement de refus de nourriture en le rapprochant des situations de famine subie. Isabelle a refusé de manger. Là, c'était impossible ce jour-là. Et il m'a traité de gosse de riche. Et il m'a dit que c'est pas possible de refuser comme ça alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim, nanana. Pareil, une fois on était là pendant les dernières vacances, on était dans la voiture et puis on entend. C'était un dossier à la radio sur la guerre, la crise de Russie et la famine. Alors il disait, les gens qui mangeaient les semelles de chaussures ou qui mangeaient le papier peint et tout. Puis on roulait et mon père, il me fait. T'entends Isabelle? Ouais. Et ça te fait penser quoi ça? J'avais très bien où il voulait me laisser venir. Alors je fais. Bah c'est horrible vraiment, c'est horrible de vivre ça, vraiment. Oui mais toi, particulièrement. Enfin, il tente également de jouer sur la norme que peut représenter une situation publique, par rapport à une situation familiale, où la déviance serait beaucoup plus coûteuse, comptant ainsi sur le fait qu'Isabelle puisse préférer sauver la face et manger. C'était il y a 1 ou 2 semaines. Il y avait des amis à la maison. J'avais accepté de dîner à leur table, même si je savais que ce serait un peu dur et tout. Mais il y avait une super amie à moi à côté. Et tiens, j'ai été interrompu. On allait passer au plat de résistance. Il y a le téléphone qui sonne. 1 demi-heure, quoi. Je suis revenu, il m'avait déjà servi. Mais alors là, il m'avait servi, mais vraiment bien. Je me suis assise. J'ai commencé à. Il était en face de moi en plus, et il me regardait. Là, il l'avait fait pour que je puisse avoir une bonne assiette. Isabelle. La surveillance médicale est profane. Toutes ces stratégies ont cependant trait, de près ou de loin, à la stratégie centrale de mise sous surveillance des interviewés qui accompagne la mise en place du circuit des agents. Du fait de l'augmentation de la visibilité du stigmate principal qu'est la maigreur de l'interviewé, et du fait de la diffusion progressive de l'information sur l'interviewé et de l'évolution des étiquettes qui constituent cette information, de plus en plus de personnes peuvent être au courant. D'abord, que quelque chose ne va pas. Ensuite, du diagnostic qui a été évoqué, puis posé. Les agents du premier circuit évoqué, celui de la première phase de la carrière, avaient également un rôle de surveillance. Qu'on se souvienne par exemple du rôle de police du régime joué par les accompagnateurs. De manière beaucoup plus radicale, c'est un véritable réseau de surveillance qui se constitue progressivement au cours de cette troisième phase, et qui s'établit à la mesure d'une inquiétude croissante des agents du circuit. L'instauration de ce réseau a 2 conséquences. Tout d'abord, de plus en plus de personnes sont susceptibles d'entrer dans le circuit de surveillance des comportements des interviewés.
Mais également, de plus en plus de comportements sont susceptibles d'être jugés inquiétants et de ce fait, d'être surveillés par ces personnes. Tout d'abord, le nombre de personnes qui peuvent s'apercevoir ou être informées que quelque chose ne va pas s'étend progressivement. Le circuit des médecins, par exemple, constitue un réseau de professionnels qui se chargent de surveiller le poids par la pesée, mais aussi l'état général par des analyses médicales, la prise de la tension, etc. Du côté des proches, les frères et sœurs informés peuvent aussi jouer ce rôle de surveillance quand les parents ne sont pas là. Il y avait mes frères et mes sœurs, et ils me forçaient, quoi. Si tu prends du fromage, non, je préfère un yaourt. Non, pas de yaourt. De même, les pères peuvent également s'alerter ou être alertés, et la connaissance de l'étiquette implique la surveillance de l'interviewé. Une amie s'est vite rendue compte que je maigrissais, donc elle m'a averti. Elle m'a dit de faire attention, que j'étais trop maigre. Et puis après, je suis sortie avec un garçon. C'était pendant que j'étais malade, donc. Et puis lui aussi, il me disait, fais attention. Enfin bon, il connaissait pas trop, mais bon, on lui en avait parlé un peu. Julie. Mes copines trouvaient que je devenais de plus en plus maigre. Par exemple, quand j'allais manger avec mes copines de colo, en plus quand j'étais en colo, c'était une colo d'équitation. Bon ben, elles voulaient pas que je parte le matin faire du cheval si j'avais pas mangé. Donc elles me disaient, faut que tu manges, c'est pas bien et tout. Nadège. Par cercle concentrique, même des personnes n'appartenant pas au groupe des proches ou au groupe de professionnels de la médecine peuvent également devenir des surveillants. J'ai un prof de français qui est venu me voir un jour et m'a dit: écoutez Sabine, vous n'avez pas des problèmes? À l'école, il y avait quand même des réflexions. Certains professeurs, notamment un professeur de français, de qui j'étais assez proche, qui demandait: Mathilde, elle a mangé ce midi? En plein cours. Il y a donc de plus en plus de personnes qui sont en position de surveiller l'interviewé. Il y a également de plus en plus d'actions qui sont surveillées. Le repas est bien sûr la scène sociale centrale de cette surveillance, celle sur laquelle convergent les regards. Ma mère m'avait dit: tu viens tous les midis manger ici. Sidonie. Louise en internat. Alors ils se sont inquiétés, et alors au début j'ai dû manger à l'infirmerie. Louise. Quand je suis en famille, il y a mes parents qui me surveillent. J'ai l'impression qu'ils ont les yeux rivés sur mon assiette. Isabelle. À Noël. Les chocolats, j'en voulais pas. La bûche, c'était la part minimum. Les regards furieux de mes parents. Anne. Progressivement, c'est bien d'autres moments et d'autres scènes sociales qui deviennent des lieux de surveillance. Mes parents sont tout le temps sur le qui-vive pour moi. Sidonie. Au cours de l'établissement du circuit des agents et des étiquettes, les symptômes de la déviance peuvent en effet se multiplier. Au début du circuit, c'est principalement les pratiques alimentaires et le poids qui font l'objet d'une surveillance. Les informations que les parents peuvent obtenir des médecins ont ensuite pour effet d'élargir le spectre des comportements inquiétants. Il faut ainsi surveiller le fait que l'interviewé ne se pèse pas, ou pas trop, en dehors d'un cabinet médical. Les médecins avaient dit à mes parents: surtout il faut pas qu'elle se pèse, sauf une fois par semaine. Cachez la balance. Julie. L'exercice physique devient également une pratique surveillée. À chaque fois que je disais: bon bah on va faire un petit tennis. Bon bah écoute Louise, on va peut-être se reposer ce week-end.
Louise. Anne fait des marches d'escalier. À la fin, je croyais être seul, et puis il y a mon frère qui me fait: Tu fais de l'exercice, Anne? J'étais devenue, mais verte. J'étais là. Je me suis fait pincer. Anne. Même le travail scolaire, activité socialement valorisée chez des adolescentes, s'il en est, devient une pratique sous surveillance une fois réinterprétée à travers le modèle médical de l'hyperactivité scolaire, se nourrir de travail. Mes parents m'ont dit pendant le bac de français: En fait, tu devrais faire attention, parce que tu te nourris que de travail. Tu travailles, tu penses pas à autre chose. Tu devrais t'arrêter un peu. Julie. Mathilde insiste particulièrement sur cet aspect de l'étiquetage, et ce, explicitement en termes d'étiquette. Des pratiques qui, selon elle, n'ont pas de rapport avec celles qu'elle a fini par reconnaître comme pathologiques, sont désormais jugées à l'aune de la pathologie. Comme le dit Ray Becker, déviante sous un rapport, elle s'estime traitée comme déviante sous tous les rapports. Le fait qu'elle apprécie de faire la cuisine est maintenant lu comme une obsession alimentaire. Le fait de travailler comme un symptôme d'hyperactivité, alors même qu'elle a toujours, et sans qu'auparavant cela suscite de codage autre que positif, fait la cuisine et travaillé. Mathilde. Je faisais toujours la cuisine. Alors là, on a mis un holà très clair. Je ne fais pas la cuisine. Ça aussi, ça m'a énervé. Tu fais plus la cuisine. Depuis que je suis toute petite. J'ai toujours adoré. J'ai toujours participé. Mes parents sont inquiets quand je travaille, parce qu'ils trouvent que je travaille trop. Muriel. Ils font le lien? Mathilde. Oui, et y a pas qu'eux qui le font. Il a été fait aussi à l'hôpital. Il a été fait aussi ici, à l'hôpital. De toute manière, les gens ont un regard faussé parce que je suis une anorexique en fait. J'aurais pas l'étiquette anorexique, pour eux je serais normal. Maintenant c'est comme ça. Mais j'ai toujours trouvé absurde qu'on fasse la relation entre le fait que je sois bonne élève, que je travaille beaucoup. Depuis que je suis toute petite, je suis bonne élève. Dans ce cas-là, je suis anorexique depuis que je suis toute petite. Ça m'énerve quand on dit ça. Mathilde. Au cours de la phase étudiée dans ce chapitre, il se constitue donc un réseau de surveillance qui étend son amplitude de deux façons. Dans le nombre des agents qui sont impliqués dans cette fonction de surveillance, et dans les domaines de la vie sociale qui sont surveillés. De plus en plus de gens sont susceptibles de surveiller, sur de plus en plus de scènes sociales, les pratiques des interviewés. En termes de théorie de l'étiquetage, cela signifie que de plus en plus de comportements sont susceptibles d'être déviants. Du point de vue des interviewés, auxquels on va maintenant s'attacher, l'installation de ce réseau de surveillance a pour effet de multiplier les stigmates et les problèmes de gestion d'information. Au cours de ce troisième moment, il y a de plus en plus d'interactions où l'information doit être gérée, et il y a de plus en plus d'informations à gérer dans ces interactions. Pouvoir maintenir l'engagement. Au vouloir maintenir l'engagement de la deuxième phase, répond le pouvoir maintenir l'engagement, malgré les alertes et la surveillance de cette troisième phase de la carrière anorexique. Comment continuer, en effet, dans le contexte de ce réseau de surveillance qui se met en place? Cette surveillance a pour effet de faire passer d'un travail de discrétion
où les pratiques déviantes sont simplement tenues discrètes, à un travail de l'heure, où elles sont tenues secrètes pour pouvoir notamment maintenir l'engagement. Les réactions à la surveillance, de la discrétion au leurre. Le fait qu'il puisse y avoir, au cours de la constitution du circuit des agents, une histoire et une pluralité des étiquettes, implique également qu'il y ait, du point de vue des interviewés, une histoire et une pluralité des stigmates à gérer dans les interactions. Chronologiquement, on l'a vu, le premier des stigmates à gérer est le fait de ne pas manger normalement, et la gestion de cette information est faite principalement en direction des parents, qui sont ceux qui peuvent s'en inquiéter. La gestion d'informations peut commencer très tôt, dès la première phase dans le cas d'Anne par exemple, qui cache à sa mère qu'elle a commencé un régime, parce qu'elle aurait été contre. Dans la plupart des cas cependant, la nécessité de gestion de cette information ne commence qu'à partir des deuxième et troisième phases, à mesure que se développe un étiquetage des pratiques des interviewés comme déviantes. Au début, de simples stratégies de discrétion peuvent suffire à masquer cette déviance aux parents. La stratégie principale est un jeu sur les différentes scènes sociales, celles qui sont accessibles à la surveillance des parents et celles qui ne le sont pas, comme la cantine scolaire. J'étais trois quarts pensionnaire, donc je mangeais au lycée, donc là ça a passé inaperçu. Annabelle. Je mangeais à la cantine le midi. À la cantine, ça n'a pas été très difficile de restreindre. Et les petits déjeuners, mes parents étaient pas là, donc j'ai réussi à restreindre très facilement. Anne. En plus, à la cantine, c'était facile pour moi de ne pas manger beaucoup, vu que mes parents n'étaient pas là. Au moment du déjeuner, je m'arrangeais pour déjeuner toute seule, comme ça je déjeunais le moins possible. Des fois, je m'arrangeais pour pas déjeuner si je pouvais. Et puis le soir, par contre, il y avait mes parents, donc je mangeais un petit peu. Et puis je profitais du fait que c'était les vacances, donc je me couchais assez tard. J'en profitais pour me lever vers midi, donc automatiquement le petit déjeuner était sauté. Et puis je sortais le soir. Donc j'étais pas forcément là pour manger. Donc dès que j'étais ailleurs, je mangeais pas. Julie. Ce premier travail de discrétion repose donc sur un compartimentage des scènes sociales. Les pratiques déviantes sont réservées aux scènes auxquelles les parents n'ont pas accès. Il peut aussi en venir à inclure des stratégies plus actives de jeu sur ces différentes scènes, en utilisant, en utilisant cette absence de regard sur certaines scènes sociales comme un moyen d'agir presque librement sur celles surveillées par les parents. Et après j'ai commencé à ne manger plus qu'au goûter, et presque pas le soir. Et je disais que c'était parce que j'avais bien mangé à la cantine, alors qu'au contraire à la cantine, j'avais pas mangé. Nadège. À la cantine, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Puis le soir, ça m'arrivait de dire à mes parents que j'avais un peu trop mangé à midi et tout. Isabelle. Enfin, le travail de discrétion peut aboutir à la modification des pratiques déviantes, dans le but justement d'une plus grande discrétion. Anne passe ainsi de pas trop manger à manger correctement et se faire vomir, à la suite d'une alerte parentale qui porte sur le fait de ne pas assez manger. Au début, je mangeais pas trop, et mes parents, quand ils ont vu que j'avais beaucoup maigri, ils m'ont dit que ça n'allait pas. Et en fait, après, j'ai mangé quasiment correctement, mais j'allais aux toilettes tout de suite pour rendre mon repas. Anne. Ce type de gestion de l'information correspond à une situation de déviance primaire, une période transitoire d'infraction aux normes sans effet sur l'identité assignée à l'individu qui les enfreint. Et c'est justement la fonction du travail de discrétion que d'assurer le caractère primaire de ces déviances. Cependant,
notamment du fait de l'augmentation de la visibilité des stigmates principaux que sont alors le corps et la perte de poids. L'inquiétude progressive du public rend cette discrétion plus délicate à assurer. Au cours de la constitution du circuit des agents comme réseau de surveillance, on l'a vu, il y a de plus en plus d'interactions où l'information doit être gérée, et il y a de plus en plus d'informations à gérer dans ces interactions. Le fait de ne pas manger normalement, mais aussi le corps, dont il faut masquer la maigreur à partir du moment où elle joue comme stigmate, le poids, dont il s'agit de cacher la baisse à partir du moment où elle devient une déviance, l'exercice physique, voire le travail scolaire, dont la pratique doit être dissimulée à partir du moment où ils sont perçus comme des signes de la déviance. Un simple travail de discrétion n'est plus suffisant, au sens où la discrétion devient de moins en moins possible, et les interviewés lui substituent donc ce que l'on peut qualifier de travail de l'heure. La distinction entre travail de discrétion et travail de l'heure fait intervenir en partie celle que Goffman a élaborée entre individus discrédités et individus discréditables du fait de leur stigmate. L'individu stigmatisé suppose-t-il que sa différence est déjà connue ou visible sur place, ou bien pense-t-il qu'elle n'est ni connue ni immédiatement perceptible par les personnes présentes? Dans le premier cas, on considère le sort de l'individu discrédité, dans le second, celui de l'individu discréditable. Mais il ne s'agit pas d'y voir une stricte succession temporelle qui ferait passer les interviewés de discréditables à discrédités. À partir du moment où le poids est très bas, elles peuvent certes être discréditées dans tous les espaces et dans toutes les situations. Mais l'extension progressive du réseau de surveillance implique tout un continuum de situations où elles peuvent être discréditées dans certains espaces et seulement discréditables dans d'autres. Le travail de discrétion correspond surtout à une situation où l'interviewé est discréditable. Par exemple, en début de troisième phase, ou dans des espaces où il n'y a pas eu d'alerte. Le travail de l'heure à une situation où elle est discréditée et où la simple discrétion ne suffit plus à assurer le secret des pratiques déviantes ou à gérer les interactions autour du stigmate sur une ou plusieurs scènes. Les stratégies des interviewés ne visent pas seulement à contrôler l'information ou les tensions, principaux problèmes qui se posent rétrospectivement à l'individu discréditable et à l'individu discrédité, selon Goffman, mais également, et c'est leur but principal, à pouvoir maintenir l'engagement. Ces stratégies s'inscrivent donc dans le travail de maintien de l'engagement, non par rapport aux interviewées elles-mêmes, comme c'était le cas lors de la deuxième phase de la carrière, mais par rapport aux autres, aux alertes et à la surveillance. Les informations et les tensions ne sont pas seulement gérées pour tenter de préserver la face, mais aussi pour pouvoir maintenir l'engagement envers et contre les alertes et la surveillance. Trois nouveaux types de stratégies sont alors utilisés à la fois pour faire face au réseau de surveillance et pour pouvoir continuer les pratiques déviantes. Une stratégie du mensonge, qui poursuit celle du travail de discrétion, une stratégie du faire semblant, et une stratégie de l'exclusion de certaines scènes sociales. Ces trois stratégies constituent le cœur du nouveau travail nécessité par les changements de la situation. Un travail du leurre qui vise à la fois à éviter les conflits et les reproches qui font de toutes les pratiques autant de manifestations d'une pathologie, et à pouvoir poursuivre ces pratiques malgré le réseau de surveillance. Les stratégies de discrétion, on l'a vu, peuvent impliquer le fait de cacher activement les pratiques déviantes. À partir du moment où l'alerte a été donnée, les questions sur ces pratiques, et en premier lieu sur le fait d'avoir mangé ou non, deviennent beaucoup plus fréquentes et précises, et les interlocuteurs des interviewés plus soupçonneux
Le mensonge peut alors devenir une stratégie de tous les instants, à 75% du temps, comme l'évalue Anne. J'ai jamais autant menti qu'à cette époque. Sabine. J'ai beaucoup menti. Christine. J'ai tellement menti. J'ai jamais autant menti de ma vie. J'ai inventé tellement de trucs. Que j'allais manger chez des personnes, mais je mêlais tout le monde. Je me disais, je peux l'embobiner, j'ai mangé avant. Tu peux dire que j'ai mangé avec toi? Et tout. J'emmenais, je jetais. Sidonie. C'est clair que ma mère, mes parents me faisaient à manger. Parce qu'ils savaient très bien que je mangeais pas à la cantine, que je ne goûtais pas, que je ne petit déjeunais pas. Même s'ils me le disaient, comme ils partaient au travail, ils ne pouvaient pas être là. Et moi, comme je leur mentais, ce qui arrivait, c'est que sur 75% des fois, je mangeais rien et je leur disais que j'avais mangé. Dans les 25% qui restent, 15% des fois, j'avais pas mangé et je leur disais, je leur avouais. Et 10% des fois, j'avais vraiment mangé. Anne. Le contrôle de l'information par mensonge peut enfin consister à recouvrir le stigmate principal par un autre. Une maladie physique, par exemple. Quand elle invitait des gens. Je m'étais préparé à un truc à part, puis avec des tas d'excuses. Ou alors quand j'étais invité chez des gens, je me trouvais nombre de maladies. Je disais aux gens, je suis hypothyroïdienne. Ou alors, je suis allergique à ça. J'étais allergique à tout quasiment. Sabine. Un deuxième type de stratégie peut être qualifié de stratégie du faire semblant. Ce type de stratégie est utilisé surtout dans un contexte de surveillance, lorsque l'interviewé est discrédité et que les pratiques déviantes courent le risque de se faire directement sous le regard averti d'autrui. Le faire semblant porte sur 3 types de pratiques déviantes ou de stigmates. Faire semblant de manger, par rapport à la pratique déviante ne pas manger. Faire semblant de peser plus lourd, par rapport au stigmate du poids. Faire semblant d'être moins maigre, par rapport au stigmate du corps. Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour faire semblant de manger. Le jeu sur les scènes sociales poursuit le travail de discrétion antérieure. En fait, j'allais pas à la cantine. Je m'achetais les tickets parce que bon, il fallait bien que j'achète les tickets, que j'en laisse traîner un ou deux pour que ma mère voie que j'avais bien acheté les tickets, mais c'est tout quoi. Après, j'allais pas à la cantine. Quelquefois, je m'obligeais à aller lire le menu pour pouvoir dire à ma mère ce qu'il y avait eu à la cantine, ce que j'avais pas mangé en fait. Anne. En outre, divers moyens peuvent être utilisés pour se débarrasser de la nourriture en profitant d'une éclipse de la surveillance. Alors au début, j'ai dû manger à l'infirmerie, mais ça a pas tellement marché quoi, parce qu'il y avait un chien. Alors dès qu'ils avaient le dos tourné, tout au chien. Ils pensaient que je mangeais parce que je finissais presque tout le temps mon assiette. Et je la finissais pas, quoi. Ce que, soi-disant, j'avais mangé, les 3 quarts c'était au chien. Il restait 1 quart pour moi. Louise. Ma mère m'avait dit, tu viens tous les midis manger ici. J'avais des serviettes. Elle était en train de travailler en haut, moi je mangeais en bas parce que c'était plus calme. Je mettais dans des serviettes, après je mettais dans mon sac. Voilà. Je mangeais rien. Plein de fois, on regardait la télé, on était à table, je prenais le beefsteak, je le mettais dans la serviette, comme ça, ni vu ni connu. Sidonie. Et alors après, remenace d'hôpital, etc. Et pour temporiser, j'ai dit que j'allais vivre chez ma grand-mère, à la rentrée suivante. Alors je suis allé vivre chez ma grand-mère, à laquelle j'ai fait vivre un calvaire. J'allais à table avec des sacs plastiques dans mes poches, et dès qu'elle avait le dos tourné, je mettais tout dans les sacs plastiques.
et en fait, je mangeais rien. Véronique. Les stratégies du faire semblant de manger peuvent également inclure des stratégies du faire semblant de manger la même chose que les autres, en prenant en charge le repas familial par exemple. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à faire la cuisine. Je me suis dit, bon, je vais leur faire un plat et à côté, moi, je vais me faire mon petit plat. Et puis je leur mettais beaucoup de beurre, enfin je leur mettais du beurre, et puis moi je me mettais un petit bout de steak à côté, sur la poêle, où il n'y avait pas de beurre. Louise. Dans certains cas, cependant, et de plus en plus au fur et à mesure de l'augmentation de la vigilance des proches, ces diverses stratégies peuvent être repérées par les observateurs du repas. À Noël, j'ai réussi à sauter le petit déjeuner. Je sais pas s'ils s'en sont rendus compte ou pas. Je m'étais réveillé très tard et j'ai dit non, j'attends mon grand frère. Et quand mon grand frère est arrivé, non, j'ai déjà déjeuné. Bon, je pense pas qu'ils soient dupes. Ils s'en sont rendus compte, mais ils ont rien dit. Anne. Ça allait jusqu'à jeter la moitié du yaourt sans que mes parents voient. Mais bon, finalement, ils voyaient quand même, de toute façon, ils sont pas aveugles. Priscille. Muriel. Et le fait de cacher la nourriture dans des sacs plastiques, ta grand-mère s'en est aperçue ou pas? Véronique. Bien sûr. Enfin, elle s'en... Elle s'est pas aperçue de tout, mais une ou deux fois, elle s'est rendue compte. C'est également sur le poids qu'opèrent d'autres stratégies du faire semblant, comme celle qui consiste à augmenter artificiellement ce poids lors de la pesée imposée et surveillée. J'utilisais des stratagèmes quand j'y allais, se faire peser chez son médecin. Je buvais 2 litres d'eau. Je mettais des bijoux très lourds pour gagner 100 grammes. Véronique. Enfin, des stratégies de faire semblant peuvent être exercées sur le stigmate que constitue la maigreur, l'inquiétude et les reproches qu'elle suscite. Dans ce cas, il s'agit de faire semblant d'être moins maigre, au moyen d'un changement vestimentaire. Je mettais des trucs super longs, parce que ma mère, elle voyait, quoi. Sidonie. Au fur et à mesure, c'était le regard des autres, quand je me suis rendu compte que les gens trouvaient pas ça beau. Ça, je l'ai aperçu, mais moi, je le comprenais pas. Donc là, j'ai commencé. J'étais habillé qu'en jogging, avec des longs... Jusque-là, je m'habillais plus, quoi. Je voulais plus qu'on me reproche quoi que ce soit, donc je cachais tout. Puis souvent, les copines me disaient c'est bon là, Christine, mais c'est horrible, quoi. Te mets pas... Je sais pas, j'avais un jean en stretch. Non mais c'est horrible, non, tu peux pas mettre un truc comme ça, c'est horrible. Tu peux pas sortir comme ça. Même si je voyais pas, quelque part je me doutais, il suffisait de l'expression de leur visage pour que je me rende compte qu'il fallait en effet mettre quelque chose de plus large, quoi. Christine. J'essayais de me cacher un peu dans les vêtements. Enfin parce que tout le monde me disait que j'étais maigre, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de me mettre dans d'autres vêtements pour paraître un peu plus grosse, quoi. Je m'achetais moins de noir, je prenais des couleurs un peu plus pâles, des rayures comme ça, en rond. Louise. Un troisième type de stratégie consiste à s'exclure, quand c'est possible, des espaces où s'exerce la surveillance. La cantine, qui est typiquement au début un espace non surveillé par les parents, devient, au fur et à mesure de l'extension du réseau de surveillance, un espace surveillé, par les amis notamment, et peut être déserté pour cette raison. Je reculais devant certaines amitiés, certaines camaraderies, pour ne pas avoir à aller ensemble à la cantine. Anne. Je fuyais les amis au contraire. Vis-à-vis des amis à l'école, il y avait quand même des réflexions, donc j'évitais un peu les repas avec les amis.
Mathilde. L'isolement du réseau amical peut également être un effet introduit par d'autres stratégies, comme dans le cas de Christine qui invoque des problèmes cardiaques pour gérer l'information liée à l'anorexie au lycée. Donc après, j'ai eu un emploi du temps allégé, parce que justement, ça allait pas du tout. Donc là, j'ai été obligé de dire que j'avais des problèmes de santé, un problème de cœur, problème cardiaque. Parce qu'une fois en cours, j'avais fait un malaise. Donc c'est vrai que c'était plausible, quoi. Et du coup là, ça a vraiment creusé un écart entre moi et les autres. J'étais vraiment isolé. J'avais personne avec moi, j'étais vraiment toute seule, toute seule. J'ai perdu des gens. Il y a vraiment des gens qui se sont éloignés de moi, qui m'appelaient plus pour sortir. Je faisais plus partie des soirées. Christine. D'autres espaces peuvent être également quittés à mesure que l'interviewé peut y redouter la découverte du stigmate, par exemple corporel. J'avais du mal à me rendre aux gardes d'enfants que je faisais, parce que je savais bien que les enfants y remarquent tout. Et bon, il y a une fois une petite fille que je gardais qui s'est mise sur mes genoux et... Puis bon, elle s'est collée contre l'os du bassin et elle a dit «C'est quoi ça?» Et je lui ai dit «C'est mes clés». Et j'ai changé de position. Donc j'ai arrêté de garder ces enfants. Anne. Si le travail du leurre peut être efficace ponctuellement, j'ai essayé de duper un peu tout le monde. Christine. J'ai leurré pas mal de monde. Anne. J'ai plutôt réussi à berner. Julie. Il trouve forcément sa pierre de touche dans la baisse continue du poids qui met en échec ces diverses stratégies et constitue le critère et le levier ultime de l'hospitalisation. Les conséquences de l'étiquetage. De plus, ces mêmes stratégies, pourtant élaborées à la mesure de la surveillance qui s'exerce sur les pratiques des interviewés, font déviance à leur tour et deviennent elles aussi des témoins à charge en faveur de l'hospitalisation. Le fait d'être surveillé et de vouloir néanmoins continuer les pratiques déviantes conduit à l'élaboration des stratégies du leurre. Ces dernières sont alors interprétées comme des symptômes patents de la pathologie, voire comme des symptômes d'aggravation de cette dernière, des comportements anormaux, se faire vomir plutôt que de ne pas manger, mentir, tromper, s'exclure du réseau amical ou d'autres scènes sociales. Ainsi, le processus d'étiquetage lui-même peut avoir pour effet de multiplier les pratiques considérées comme déviantes. Toutes les stratégies des interviewés présentées dans ce chapitre, à la différence des stratégies de maintien de l'engagement de la deuxième phase, ont comme point commun d'apparaître en réaction au processus d'étiquetage. Faire intervenir dans l'analyse de cette carrière déviante non pas seulement les actions des interviewés, mais également celles du public de la déviance, permet de mettre en évidence les effets du processus d'étiquetage sur les pratiques. Les théories interactionnistes de la déviance souhaitent élargir le domaine pris en compte dans l'étude des phénomènes déviants, en y incluant les activités de personnes autres que celles qui sont déclarées déviantes. Une des plus importantes contributions de cette approche a été d'attirer l'attention sur les conséquences qu'implique, pour un individu, le fait d'être étiqueté comme déviant. Il lui devient plus difficile de poursuivre les activités ordinaires de sa vie quotidienne, et ces difficultés même l'incitent à des actions anormales. Le degré auquel le fait d'être qualifié de déviant entraîne cette conséquence doit être établi dans chaque cas, par une démarche empirique et non par un décret théorique. La différence dans la définition, dans l'étiquetage appliqué à l'acte d'influence, à l'acte influence, quoi La différence de la définition dans l'étiquette appliquée à l'acte influence les comportements de chacun, public ou acteur. Ce qui distingue donc les pratiques de la deuxième phase de la carrière
chapitre 5, et celles qui ont été présentées ici, c'est l'effet de l'étiquetage lui-même. De l'étiquetage lui-même. Il ne s'agit cependant pas de dire que le processus d'étiquetage est à lui seul l'explication des pratiques déviantes, mais bien de mettre au jour la façon concrète dont il les influence. On peut suggérer que la définition d'un individu comme déviant peut, dans telles circonstances, l'inciter à adopter certaines lignes de conduite sans affirmer pour autant que les hôpitaux psychiatriques rendent nécessairement fou, ou que la prison transforme toujours ceux qui y passent en criminels invétérés. À ces lignes de conduite, suscitées par la surveillance des pratiques, s'ajoutent également les effets directs de l'étiquette. Le fait d'être ainsi surveillé amène de nouvelles pratiques déviantes, mais le fait d'être étiqueté anorexique a également des effets en termes d'identité, à la fois pour le public et pour les interviewés. On a vu plus haut comment, et pour quelles raisons, quel type de raison, le diagnostic pouvait être accepté et réinterprété. L'interviewée peut ainsi devenir pour elle-même une anorexique. Elle l'est de toute façon pour les autres, ce qui peut produire un renforcement des pratiques déviantes. Pourquoi faire des efforts pour manger, par exemple, si tous les comportements sont de toute façon rapportés à l'identité d'anorexique? Quand on invitait des amis de mes parents, j'essayais de manger normalement. Mais quand, par contre, j'étais avec mes parents et mes sœurs, je faisais aucun effort. Louise. Ils me croyaient plus. Et moi, je me disais, à quoi bon puisque de toute façon, ils me croient pas. Je vais pas manger. Donc ça a dégradé. Mais ce qui m'aidait pas, c'est que, par exemple, on avait des saucisses. C'était 2 saucisses par personne. Et le soir, ma mère, bon, Anne, qu'est-ce que tu as mangé? On a eu des saucisses. Je parie que t'en as pris qu'une, alors que j'en avais pris 2. Si je pouvais en prendre qu'une. Pareil pour le poisson pané et des trucs comme ça. Anne. L'étiquette d'anorexique devient en effet un statut principal, au sens de Hughes et de Becker, qui l'emporte sur tous les autres, et de ce point de vue, l'étiquetage déviant réorganise l'ensemble de l'économie statutaire. Parce qu'au début d'un moment, on en est persuadé. Je ne suis qu'une anorexique. Yasmine. Chacun est différent dans le groupe d'amis à l'école. Et moi, ce qui me caractérise, l'année dernière, c'était le travail, et cette année, c'est le travail et l'anorexie. C'est un peu lourd comme étiquette. Mathilde. Le travail du leurre, notamment, appartient alors au contexte de déviance secondaire, qui s'installe au cours de cette phase en réaction au processus d'étiquetage. La déviance secondaire devient une modalité sociale de défense, d'attaque ou d'adaptation aux problèmes manifestes ou secrets créés par la réaction sociale à la déviance primaire. L'identité est redéfinie autour d'une étiquette qui devient à la fois le statut principal de l'identité et le principe de comportement qui la renforce. La troisième phase est donc celle du maintien de l'engagement malgré les alertes et la surveillance des proches, et des effets induits par cette surveillance et par l'étiquetage des pratiques comme déviantes. Au cours de cette phase, un réseau de surveillance se constitue autour des interviewés. De plus en plus de personnes, la famille, les amis, les enseignants, les médecins, sont susceptibles de surveiller de plus en plus de scènes sociales. Les pratiques des interviewés, les pratiques de restriction alimentaire, mais aussi l'exercice physique, les pratiques de mesure corporelle, le travail scolaire désormais interprété par les proches comme hyperactivité scolaire. Le maintien de l'engagement exige alors un nouveau travail spécifique pour se poursuivre malgré l'étiquetage déviant et malgré l'existence du réseau de surveillance. Tout d'abord, un travail de discrétion qui vise à rendre les pratiques définies comme déviantes moins perceptibles aux autres par exemple,
Par exemple, un jeu sur les différentes scènes sociales. Les pratiques déviantes sont réservées aux scènes auxquelles les parents n'ont pas accès, comme la cantine. Puis finalement, un travail de leurre, qui vise à les tenir secrètes, par le mensonge, par diverses stratégies du faire semblant, de manger, de peser plus lourd, d'être moins maigre, et enfin par des tentatives pour s'exclure des scènes sociales où la surveillance s'exerce. Or, dans la mesure où le réseau de surveillance s'étend, s'exclure des scènes sociales surveillées signifie s'exclure de scènes de plus en plus nombreuses. Si elle avait commencé dans et par le groupe, la carrière se poursuit de plus en plus en solitaire. Le travail de maintien de l'engagement de la deuxième phase, chapitre 5, et celui de cette troisième phase, chapitre 6, sont donc deux phases logiques et chronologiques d'un même travail. Ce travail prend les formes différentes d'un travail pour soi, dans la deuxième phase, et d'un travail en contre, envers et contre les alertes de la surveillance dans la troisième. Toutefois, il n'en constitue pas moins, dans les deux cas, une condition nécessaire du maintien de l'engagement et de la poursuite dans la carrière anorexique. Ce qui change radicalement, en revanche, entre le début de la deuxième phase et la fin de la troisième phase, c'est la définition de la situation. Tout d'abord, la tentative menée par les interviewés d'imposer les catégories de définition d'elles-mêmes et les assignations qui devraient leur être attribuées échoue devant le renversement de la situation qui fait d'elles des anorexiques. La volonté de maîtrise des assignations publiques se heurte à l'étiquette et achoppe sur le consensus progressif des assignations publiques. De plus, le maintien de l'engagement n'est plus défini que comme une façon de ne pas s'arrêter suite aux injonctions à le faire, de ne pas céder par rapport aux demandes de plus en plus générales, de plus en plus pressantes et de plus en plus légitimes, par exemple professionnellement légitimes dans le cadre de médecins, de cesser le travail de maintien. Les demandes extérieures d'arrêt de l'engagement peuvent en fait révéler, y compris aux yeux des interviewées elles-mêmes, la force des dispositions à maintenir l'engagement qui ont été décrites dans le chapitre précédent. C'est sur ces dispositions que l'institution hospitalière va notamment travailler en cherchant à les faire disparaître.